Bon, si vous permettez, on va passer maintenant à la communication suivante, qui est l'approche plus contemporaine, on va dire, des patients qui présentent des complications biliaires. Et c'est Stéphane Koch, notre chef de service de gastro-entérologie, éminent spécialiste interventionnel, qui va nous développer cette approche. À toi, Stéphane. Merci. Mesdames, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs les modérateurs, merci de me laisser présenter ce travail. Je vais vous parler d'endoscopie digestive et d'endoscopie thérapeutique. Voilà le papier qui a été publié par notre équipe sur l'utilisation du cathétérisme rétrograde dans ce cas précis des complications biliaires de l'échinococose alvéolaire. Alors les complications biliaires, Eric vous en a montré pas mal. Au moment du diagnostic, elle est présente dans un quart des cas. Dans un quart des cas, on a déjà un ictère. La cholangite chronique, c'est-à-dire l'infection des voies biliaires, est quasi systématique. La sténose biliaire est particulièrement haute dans la voie biliaire, elle est souvent hilaire ou intrahépatique, ce qui pose des problèmes au cathétériseur. Elle est liée à la masse parasitaire, mais peut être post-opératoire. On a des espèces de cholangies sclérosantes dans cette maladie, des cirrhoses biliaires secondaires, des fistules, Georges vous en a parlé, et des calculs intrahépatiques liés à la déconjugaison de la bilirubine par infection chronique. Et donc le traitement est particulièrement compliqué, surtout du fait de la situation anatomique très haute dans l'arbre biliaire. Les traitements, la chirurgie, on vient de détailler par le menu. Les drainages biliaires radiologiques, Eric n'en a pas parlé, il a parlé essentiellement du diagnostic, mais le drainage radiologique reste un drainage utilisable et efficace dans cette pathologie. Alors, est-ce que le drainage endoscopique est faisable et efficient par voie endoscopique et quelles en sont les modalités? Alors, je me suis permis de vous faire un petit historique, puisque je parlais des chirurgiens. Je vous fais un historique de l'endoscopie interventionnelle biliaire, et vous voyez que dès 1980, Nips Ouendra a publié à Hambourg l'utilisation de premiers stents plastiques dans le traitement de l'ictère lié au cancer du pancréas. Alors par la suite, on a montré que la médiane de perméabilité de ces stents n'était que de 5 mois et demi, dans cette indication particulière et avant l'ère de la chimiothérapie. Et les stents se bouchaient par une espèce de biofilm, et probablement par une déconjugaison de la bilirubine aussi, par l'infection chronique liée à la sphinctérotomie. Alors en France, ces produits sont à la liste des prestations et produits remboursables à 98 €, donc une centaine d'euros. Il faut savoir que c'est particulièrement difficile à mettre en place, et c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre, et ce savoir-faire dépend de l'infirmière d'endoscopie. L'IE2 d'endoscopie, et pour elle, c'est particulièrement difficile, parce qu'il y a toute une manœuvre à réaliser qui n'est pas claire. Et ce savoir-faire est en train de se perdre en France, il y a de nombreuses cliniques qui ne savent plus poser de stent plastique. Les diabètes sont de 10 French, 8-5 French ou 7 French. Ils sont dépendants de notre canal opérateur, puisque ce stent doit passer par le canal opérateur pour être monté dans les voies biliaires. Donc on ne peut pas mettre plus gros. Et enfin, ce stent est extirpable. Au début des années 90, les stents métalliques expansifs sont arrivés, toujours avec des publications essentiellement dans les pathologies cancéreuses pancréatiques, avec une médiane qui là est nettement plus importante, 10 mois. C'est une médiane, c'est pas une moyenne. Un prix remboursé par la Sécu qui est 10 fois plus important, on est dans le millier d'euros, c'est quand même pas grand-chose par rapport au stent des cardiologues. Là, par contre, c'est très facile à mettre. C'est pour ça que ça s'est répandu de manière très importante, puisque c'est facile à mettre et que c'est remboursé au centime près par la Sécu. Là, on obtient un calibre de 10 mm. Par contre, c'est inextirpable, puisque dans les 2 heures qui suivent, le tissu biliaire est rentré dans les mailles de la prothèse et on n'arrivera plus à tirer dessus, même au prix d'un énorme sacrifice. Est arrivé bien tard, vous voyez, au début des années 2000, les stents couverts. Alors c'est le même prix, c'est aussi facile à mettre, c'est le même diamètre. Il y a tout un débat sur le risque de cholécystite si on bouche le cystique. Le débat est clos par plusieurs méta-analyses qui démontrent que c'est surtout le risque par la tumeur qui envahit le cystique plus que par le stent, mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Et pendant ce temps-là, pour l'échinococose alvéolaire, on a continué à mettre pendant des années du Pitibili. Moi j'ai vu, quand j'étais petit, des malades arriver toutes les 6 semaines avec le changement de leur drain biliaire en radiologie. Et ces malades vivaient toute leur vie avec ces drains externes et donc étaient dépendants des apports en bicarbonate puisqu'ils avaient une perte continue. Et il fallait qu'ils puissent être capables d'avoir un apport de bicarbonate péros ou IV. Alors vous allez me dire, ils sont particulièrement
archaïques, tous ces Byzantins, puisqu'ils n'ont pas utilisé les données modernes de l'endoscopie digestive. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui fait que l'endoscopie n'a pas pénétré plus cette part de marché? Tout d'abord, la situation dans l'arbre biliaire est particulièrement différente entre les cancers, et même le cholangiocarcinome d'huile. Pour nous, les contraintes mécaniques sont nettement plus simples. Pour vous donner un exemple, vous voyez là, alors attendez, il faut faire plus correctement. Alors ça va pas du tout. Le truc au-dessus. Voilà, là. Vous voyez que nous, quand on doit descendre un stent biliaire, il descend dans l'endoscope, il doit remonter à 180 degrés et vaincre, quand on met un stent plastique, une sténose particulièrement pierreuse. Et donc on a des contraintes mécaniques, exactement comme vous en célioscopie, qui font que pour nous, c'est beaucoup plus facile de traiter un cancer qui est plutôt distal dans les voies biliaires qu'une échinococose alvéolaire qui est très haute. Il y a le problème de la situation dans les voies biliaires. Dans l'échinococose alvéolaire, on est très haut dans l'arborisation et donc on risque de boucher les canaux secondaires qui se jettent dans le canal qu'on va stenter. Ensuite, on a un problème de dureté. L'échinococose alvéolaire, c'est du béton. Franchement, même quand on dilate avec nos ballons de dilatation, on a les mêmes types de ballons de dilatation qu'en chirurgie vasculaire, qu'en radiologie. Nos ballons de dilatation, on les monte à 12 ou 15 atmosphères pour pouvoir écarter une tumeur ou une sténose bénigne post-chirurgicale. Ces ballons, ils éclatent quand on les utilise dans l'échinococose alvéolaire. On a le même problème que dans la pancréatite chronique. Ensuite, il y a l'immunosuppression, mais ce n'est pas l'immunodépression qui donne l'échinococose alvéolaire, c'est l'immunodépression locale liée au parasite, qui fait qu'on a une surinfection d'emblée des voies biliaires, et que là, on n'est pas dans la même problématique que dans le cholangiocarcinome, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'infecter les voies biliaires. Dès qu'on rentre dedans, on sait que les voies biliaires sont déjà infectées, il faut faire avec. Et puis il y a le problème de la survie des malades. Et vous voyez que la survie, elle est différente aussi, elle dépend de plein de facteurs, d'opérabilité, des chimios. Et donc tout ça n'est pas facile, et vous voyez qu'entre les deux techniques, finalement le choix n'est pas si facile que ça. Et puisque ce choix n'est pas facile, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une étude. Et vous ne pourrez pas me taxer d'eurosceptique, vous voyez que c'est la deuxième étude européenne qu'on fait, après la transplantation hépatique. Puisqu'on n'a pas assez de malades à Besançon, on s'est dit qu'il fallait faire appel aux amis qui connaissaient la maladie aussi. Et donc on a utilisé le registre de la Société française d'endoscopie digestive pour essayer de toucher tous les cathétériseurs français, le registre de la Société européenne d'endoscopie, et bien sûr les registres de transplantation qui nous ont permis de toucher un maximum de personnes en Europe et de les interroger sur le fait qu'ils avaient traité ou non par voie endoscopique des malades de l'échinococose alvéolaire. Et on leur a proposé de remplir un questionnaire qui était un questionnaire sur Internet. Alors vous voyez là la zone d'endémie en rouge, et vous voyez qu'il y a même un centre polonais qui nous a répondu. Et on a les petits ronds verts sont des centres qui ont répondu et le nombre de malades qu'ils ont inclus. Vous voyez qu'on a 18 centres, 162 actes endoscopiques ont été réalisés chez 44 malades. L'âge au diagnostic médian était de 53 ans, avec un âge à la première endoscopie de 56 ans. Pour information, on a traité à Besançon des malades de 82, 83 et 86 ans. Donc, vous voyez, c'est des malades qui ne sont pas opérables a priori pour les chirurgies que Georges vous a décrit tout à l'heure. De manière très étonnante, on n'a que 24 malades sur 44 dans cette série qui avaient un traitement parasitostatique. C'est quand même très surprenant, mais c'est la réalité du questionnaire. Alors, quelles en étaient les indications? On avait des angiocolites, vous voyez, dans 30% des cas, des ictères et des cholestases dans 34% des cas, des douleurs biliaires, des douleurs qui sont liées à la masse parasitaire et aux calculs qui vont bloquer les voies biliaires, et enfin des échecs de chirurgie. Parmi ces malades, il y avait des malades qui ont été traités en préopératoire et des malades qui ont été traités en post-opératoire. Donc ça peut aussi être un traitement néoadjuvant de la chirurgie. Ça permet de lever l'ictère, de réalimenter les malades pour les traiter correctement par chirurgie. Alors il y a eu 150 stents plastiques de posés dans cette étude, parmi tous ces malades, à peu près 2 stents par procédure, donc vous voyez qu'on met plusieurs stents. Vous voyez sur les photos qu'on peut mettre des stents side by side si on parle anglais, mais nous on appelle ça en fagot en Franche-Comté, c'est un peu plus rustique, on préfère. Et on peut même y associer des stents métalliques. Donc tout est possible, en fait il faut s'adapter à l'anatomie du malade et à l'anatomie parasitaire. Quant au temps
moyen entre deux procédures, dans cette étude, il était 14 semaines, mais ça, c'est un point particulier qu'il faudra discuter. Alors, les effets indésirables. Alors, ils sont majeurs. Je vous les livre tels que je les ai eus. On a une perforation duodénale, une collection hépatique qui a été drainée par voie radiologique, 7 pancréatites aiguës et 19 angiocolites post-opératoires. C'est monumental, on n'a jamais vu ça. Alors l'efficacité quand même, soyons positifs. Sur la cholestase et donc sur le bilan hépatique, on a 156 positifs sur 162, soit une réponse endoscopique de 96,3%. Un malade a dû être opéré pour échec d'endoscopie et un malade a eu un drainage radiologique de Petit-Billy pour échec de l'endoscopie. Pour ce qui est de la calibration obtenue, donc on réfléchit un peu comme dans la pancréatite chronique il y a 20 ans, on essaye de calibrer la voie biliaire pour que le malade ne récidive pas son ictère. On a 27 réponses positives sur 44 malades, 4 procédures en moyenne, 58 semaines de traitement total, mais parmi ceux-là on a 7 récidives et un suivi complet de 72 semaines. De manière étonnante aussi, dans cette étude, on n'a que 42% d'utilisation d'antibiotiques. Je vous rappelle les 19 angiocolites post-opératoires. Et une question qu'on avait posée parce que c'était notre expérience, est-ce que les opérateurs utilisaient un lavage intensif pour essayer de nettoyer les voies biliaires au maximum de tous les débris parasitaires et de tous ces petits calculs qui sont liés à l'infection de la voie biliaire? On n'avait que 40% des cas aussi. C'est quelque chose qui n'avait jamais été décrit dans la littérature, mais qui était notre expérience. Voilà les résultats de cette étude sur la bilirubine et sur les phosphatases alcalines. C'est quand même un petit peu, soyons objectifs, il y a quand même des bons résultats. Alors si on ouvre la discussion, on peut dire que c'est un traitement efficace, on peut dire que c'est une alternative au traitement radiologique. Vous voyez que je ne parle pas de concurrence, c'est vraiment une alternative. On peut dire qu'on est moins invasif que la chirurgie, ça c'était une évidence aussi. Mais alors là, il faut qu'on discute nos effets indésirables, parce qu'ils sont majeurs. Moi, je n'assume pas la perforation duodénale. Si on reprend les grandes séries, y compris très anciennes, c'est une complication exceptionnelle, et il n'y a pas de raison, intellectuellement, qu'elle soit liée au parasite. Donc c'est un effet du hasard que ça apparaisse dans cette petite série. Je ne vois pas pourquoi on aurait plus de perforation duodénale à cause d'une échinococcose alvéolaire hépatique. Je crois que vous trouvez ça assez logique aussi. Quant aux pancréatites aiguës, ça vous paraît monstrueux. Dans ces 7 pancréatites aiguës, ça répond à la définition de nos études à nous. Ça veut dire que là, il y a 6 malades qui n'ont pas pu manger le soir de l'intervention. Ils avaient une douleur qui fait qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont mangé le lendemain matin. C'est pour vous donner une idée de la gravité de la pancréatite aiguë. Et le 7e malade a mangé à J2. Donc on n'a pas eu de pancréatite aiguë grave, nécrotico-hémorragique. Par contre, là, il est indispensable de discuter ces 19 angiocolites qui sont très importants. Donc ce qui est acquis, c'est qu'il faut des stentings itératifs, ça c'est évident. Pour nous, il est impératif de pratiquer des lavages intensifs des voies biliaires pour nettoyer au maximum la voie biliaire au sérum salin. Il est impératif d'encadrer nos gestes avec une antibiothérapie pendant et après pendant plusieurs jours. Et enfin, a priori, il faut préférer les stents plastiques parce que si on met les stents plastiques side by side, on ne bouge pas les canaux secondaires qui se jettent dedans. Et ça permet d'avoir un stenting aussi puissant qu'avec des prothèses métalliques. À chaque fois qu'on n'a pas respecté ces 4 principes, on l'a payé par un choc septique dans la nuit ou dans le lendemain qui suivait. Donc le lavage intensif, ça paraît bebeux, mais c'est vraiment extrêmement important et c'est quelque chose qui n'est pas du tout décrit dans les autres pathologies. De nombreuses questions restent en suspens. La première, la durée du stenting. On avait proposé ces chiffres-là à la dernière conférence OMS qui avait eu lieu à Arc-et-Senans. Si on reprend les résultats de cette étude qui a été faite après, finalement ça confirme, plus on met de stents, plus on peut laisser tranquille le malade longtemps, parce qu'il a moins de chances de les boucher. Globalement, quand on a un seul stent, il faut absolument reprendre le malade au bout de 6 semaines, parce que par rapport au cancer du pancréas, ça se bouge beaucoup plus vite, et il fait beaucoup plus d'infections. Donc on le reprend précocement, on enlève le stent, on en met 2. Et puis si on met 2 stents, on peut le laisser 3 mois tranquille. Et plus on va mettre de stents, plus on peut le laisser tranquille. Je me souviens très bien d'un monsieur Kabil qui avait eu une intervention par hépatectomie complète, plus gastrectomie, c'était un enfer pour lui, j'y allais avec la surlance afférente.
Le jour où on lui a mis 7 stents, on a pu le laisser tranquille presque 18 mois. Hein, surtout qu'il venait de la région parisienne, c'était un petit peu compliqué. Alors pour ce qui est des autres questions, je n'ai pas de réponse. Le professeur Solange-Bresson ami tient beaucoup à l'utilisation de l'acide ursodesoxycholique. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été testé dans de nombreuses autres pathologies comme le cancer pancréatique. Et dans ces pathologies, ça n'augmente pas la durée de perméabilité des stents. Les stents se bougent toujours aussi vite que vous utilisez l'acide urso ou pas. Dans cette indication très particulière qu'est l'échinococcose alvéolaire, on a l'impression, on a une tendance pour dire que ça marche. Mais ce n'est pas avec la qualité méthodologique de notre étude sur 44 malades en rétrospective qu'on peut vous le prouver. L'antibiothérapie séquentielle, c'est pas très écolo, mais ça a peut-être une place, c'est très à la mode chez les hépatologues, c'est vraiment pas écologique. Les antibiotiques locaux, dans les années 70, quand les CPRE ont apparu, Ligori utilisait à Paris des aminosides dans les voies biliaires. Et bien, il y a peut-être une place pour ces vieilles techniques dans cette indication particulière. Là aussi, je ne peux pas prouver ce que je vous dis, et je ne suis pas sûr du tout que ça soit la réalité. On a besoin de nouveaux stents, de nouveaux designs. Les stents anti-reflux on les attend depuis très longtemps dans les autres pathologies. Dans cette indication particulière, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, puisque la bile est déjà infectée au préalable. Donc ce n'est pas le montage anti-reflux, la petite valve dans le stent qui va nous empêcher de l'infecter. Les stents résorbables sont probablement une mauvaise idée pour la même raison. Et il y a peut-être une place pour les drainages hépatico-gastriques. Vous savez qu'en endoscopie thérapeutique, on utilise de plus en plus l'écho-endoscopie et on draine les voies biliaires en transgastrique et c'est probablement une voie d'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, il y a la place pour une questions pour cette... je veux bien en poser une. Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très bien, je trouve. Moi, je viens d'une maison à Paul-Brousse où on peut pratiquer, comme vous savez, le drainage percutané. Et donc, j'ai bien entendu ce que vous avez présenté en disant ça peut être une alternative à la radiologie, donc au drainage percutané, sachant qu'on a des pancréatites biologiques qui sont sans gravité, c'est ce que vous avez dit, mais sachant qu'on a quand même un taux extrêmement élevé d'angiopolype, qui est, on le sait, plus bas, parce qu'il y a moins de contamination digestive quand on le fait par voie percutanée. Alors, je voulais que peut-être éventuellement vous nous précisiez pourquoi vous pensez que c'est une alternative au drainage percutané. Alors, je crois que vous réfléchissez comme le cholangiocarcinome. Et dans le cholangiocarcinome, je crois que c'est indéniable, le drainage, le pitibili des radiologues contamine moins les voies biliaires et vous avez moins de problèmes après pour opérer les malades. Dans cette maladie, les voies biliaires sont déjà infectées. Et donc, par expérience, je vous dis que même avec le drainage radiologique, on avait des angiopolies. On a des malades qui revenaient, qui étaient prévus toutes les 6 semaines et qui débarquaient aux urgences au bout de 3 semaines parce qu'ils étaient en angiocolite. Et pourtant, on n'avait jamais fait de cathétérisme rétrograde. C'est des chocs toxines-infectieux. Voilà. Et donc, je crois qu'on ne peut pas réfléchir comme dans le cholangiocarcinome. Je crois que ce que vous avez dit, c'est toujours une réalité, même en 2017 dans le cholangiocarcinome. Ça ne l'est pas dans l'échinococcose alvéolaire. La particularité, c'est que c'est déjà infecté. Et du coup, quitte à avoir un malade qui débarque aux urgences, peut-être que c'est mieux qu'il n'ait pas de problème de bicarbonate et de drain et de brûlure nocturne et de j'ai peur de l'arracher la nuit, j'arrive pas à dormir. Ça peut durer des années. Et oui, il y a des malades qu'on a drainés comme ça pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, ils venaient toutes les 6 semaines. Vous avez pu voir pourquoi c'est infecté, pardon, Stéphane. Sur les pièces opératoires, je vous ai montré, le liquide que vous avez dans la cavité nécrotique, c'est du liquide qui provient du système biliaire. Donc l'infection qui est là-dedans, elle va se propager dans les voies biliaires. C'est pour ça que tout est déjà infecté. D'ailleurs, parmi les premières indications de transplantation qu'on a eues, c'était des patients qui passaient de choc toxine-infectieux en choc toxine-infectieux. Ce n'étaient pas les meilleures façons, les meilleurs contextes pour les transplanter. Mais c'est vrai que c'était un souci majeur. Mais par contre, le drainage de la cavité, il est fait en percutané radiologique. Alors sachant que toute cavité ne doit pas être drainée, ça c'est aussi un grand message. Dès qu'on voit un abcès dans un foie ou un ventre, on a envie de mettre un drain dedans. Là, ces cavités de nécrose, il ne faut pas les toucher, sauf justement quand elles deviennent elles sont toujours en permanence infectées, mais tant qu'elles ne parlent pas sur le plan symptomatique, qu'elles ne déchargent pas et tout ça, il ne faut surtout pas les toucher. De toute façon, elles vont récidiver. Et donc, faut pas mettre il y a des gens à qui on a mis un drain et qui revenaient après sans arrêt, effectivement. Donc, il ne faut surtout pas les toucher pour le plaisir de mettre à plat une collection de nécrose, ça c'est sûr.
Ben, il faut prévenir le patient des signes d'alerte, y compris Ouais. de simples frissons, en leur disant de courir voir Un spécialiste. le spécialiste. C'est comme ça qu'on a sauvé des gens. Très bien. Merci Stéphane pour cette brillante démonstration d'une approche de gestion de la vie. Il me reste à remercier toute l'assistance de rester après un dépassement d'horaire. Remercier tous ceux qui sont venus du Portugal, de Besançon. Et puis au nom du président qui a dû s'absenter, je vous souhaite une bonne semaine et on vous attend pour la session du 12 avril qui parlera de l'impression 3D au service du chirurgien. Au revoir à tous. C'est-à-dire que c'est pas que ça soit un chiffre, ça reste scientifique, mais